Merci Jean. Je suis avocate, mais aussi membre du GISTI. Voilà, accessoirement. Quelques mots pour introduire cette journée qui est importante. À titre personnel, c'est un peu particulier parce que j'ai découvert le droit des étrangers dans cet amphithéâtre. Une période où il n'y avait pas de cursus sur le droit de l'homme, etc. Et c'est un cours de droit international privé qui s'appelait « Conditions des étrangers ». Et voilà où ça mène. On a le résultat concret quelques années plus tard. Alors, Vanina Rocchiccioli, qui est la présidente du GISTI, pour ceux qui ne la connaissent pas, donc devait initialement présider cette matinée et introduire, et elle est empêchée à une audience. Et donc, elle m'a demandé que je la substitue, ce que je fais évidemment avec plaisir. Bonjour Laurence. On m'a demandé aussi d'attirer votre attention sur le fait qu'il y a des documents qui sont mis à votre disposition. Tout d'abord un document orange, voilà, avec la démonstratrice à ma droite, et qui est un document qui n'est pas exhaustif, qui n'est pas non plus un résumé de tout ce qui va être dit aujourd'hui, qui ne contient pas non plus les interventions des uns et des autres, mais qui constitue une base documentaire qui peut être extrêmement intéressante à consulter pendant les interventions ou quelques heures après ou plus tard. Et j'annonce d'ailleurs à cette occasion que les actes du colloque d'aujourd'hui seront publiés. Je ne sais pas quand, mais enfin ce sera publié. Donc vous aurez un jour une trace fidèle et intégrale de tous les échanges qui auront lieu aujourd'hui. Autre document, une liste des publications qui est distribuée par l'IREDIES, qui donc nous accueille aujourd'hui, et qui, pour ceux qui veulent aussi approfondir le sujet, comporte beaucoup d'indications bibliographiques. On m'a annoncé, je ne le vois pas, mais elle doit être quelque part, que Migre-Europe doit aussi mettre à disposition un certain nombre de notes. Et enfin, vous avez une publication qui, alors, soit elle est disponible, sinon vous regarderez sur le site, qui a été diffusée par la CIMAD principalement, mais aussi avec deux autres associations, dont Migre-Europe, et qui touche vraiment au sujet, et qui s'appelle « Chronique d'un chantage » et qui décrit la coopération entre l'Union européenne et l'Afrique sur les questions des migratoires, qui est évidemment un sujet qu'on va aborder de manière tout à fait complète. Alors, pardon ? Plus fort. Ah, mais en même temps, on me dit que si je mets trop près, après ça fait du souffle. Donc, je ferai au mieux. Alors, pour introduire cette journée, j'ai envie de partager avec vous quelques réflexions sur ce sujet qui, bien sûr, est important et qui a tout son intérêt. Et je me disais que, de manière assez classique, banale même, presque ennuyeuse, on peut commencer par des statistiques, mais qui m'ont semblé, deux m'ont semblé tout à fait éloquentes. J'ai lu que depuis l'année 2000, c'est-à-dire en gros depuis le début des premiers signes de ce qu'on appelle la politique européenne d'externalisation, 30 000 personnes environ ont perdu la vie en Méditerranée, mais par ailleurs, toujours sur l'ensemble du territoire européen, 90% des bénéficiaires d'une protection internationale sont entrés en Europe illégalement. Donc, évidemment, il y a ce dilemme et je pense que c'est un petit peu cette préoccupation, en tout cas de la part des initiateurs de tous les processus d'externalisation, qui est à l'esprit Autre aspect qui est important, me semble-t-il, est celui de la pluridisciplinarité des personnes qui réfléchissent au sujet. Évidemment, nous sommes nombreux à être juristes, mais il y a aussi d'autres professions, d'autres centres d'intérêt qui permettent d'approcher le sujet. Et je pense notamment aux géographes. Et à cet égard, j'ai relevé au cours des
des recherches que j'ai encore faites tout récemment en prévision de cette journée, et une phrase de Nicolas Lambert qui retient l'expression quand les frontières se déplacent. Voilà, c'est très, très banal, mais voilà. Et d'ailleurs, sur un site ou un blog, je ne sais plus quel est le support exact, il a fait une carte interactive européenne où on voit en défilé très très rapide depuis 1985 comment justement l'emprise des politiques européennes s'étendent du point de vue géographique. Approche géographique, approche linguistique aussi qui me semble assez intéressante, de manière non exhaustive. J'ai relevé aussi certains termes, par exemple faciliter la détermination du statut de réfugié, ça c'est une expression employée par le HCR. Plusieurs termes qui se prétendent être neutres du point de vue terminologique et qui viennent des institutions européennes, dimension externe de la politique de l'asile et de l'immigration, politique de voisinage, coopération interopérationnelle. On a vu aussi donc l'expansion de l'Europe du point de vue des géographes. On parle aussi de missions hors les murs pour évoquer des missions humanitaires dont la finalité, on le verra, est très floue. Et puis, de point de vue, je dirais, plus technique, ou en tout cas une technicité entoure de plus en plus ces concepts, parce que ce sont de véritables processus. On a les termes de réinstallation, de relocalisation, de réadmission, pour faire intervenir des agents à des missions foraines ou des missions dans les ports. On a des agents dans ces missions qui accompagnent, on ne sait pas ce qu'ils font, mais ils accompagnent. Et on a aussi, bien sûr, les termes de hotspot. Et en tout cas pour Agadez, le terme de centre pilote multifonction. Voilà, bon, c'est un petit peu des termes qui ont retenu mon attention. On va bien sûr évoquer toutes les questions de définition, puisque la notion est très floue, et donc s'approcher d'une définition est toujours un exercice un petit peu dangereux, en tout cas surtout si on prétend à l'exhaustivité. Et pour l'instant, c'est pas seulement parce que j'ai beaucoup d'amitié pour elle, mais, et que c'est ma voisine, mais il me semble que la définition de Claire qui est exprimée en introduction d'un article dans Plein Droit en 2015 est intéressant. Je la cite. « Hier comme aujourd'hui, l'objectif des États membres de l'Union européenne en matière d'asile consiste à mettre à distance les demandeurs d'asile pour ne pas avoir à appliquer la Convention de Genève sur les réfugiés dont ils sont signataires, ou la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui garantit un principe de non-refoulement. Quelle meilleure méthode que de faire en sorte que les potentiels réfugiés n'accèdent pas à leurs frontières ? En faisant peser sur des pays non européens et parfois non démocratiques la responsabilité de la prise en charge des candidats à l'asile, l'Europe se protège des indésirables, ce terme étant bien sûr entre guillemets. Autre expression qui ne couvre pas tout, mais qui est extrêmement importante, surtout quand on est juriste, qui est celle d'Emmanuel Blanchard, aussi parce que c'est un bon ami, qui m'a semblé importante, et qui d'ailleurs le titre d'un article qu'il a publié, « Externaliser pour contourner le droit », et cela me semble important. Alors, l'externalisation est un sujet qui, au GISTI, n'est pas nouveau, puisqu'on avait déjà consacré une journée d'études le 20 mars 2006, et lorsque je vous ai dit que les actes de la journée d'aujourd'hui seront publiés, normalement ça le se fera, puisque ceux de la journée du 20 mars 2006 sont accessibles sur le site du GISTI. Et donc, cette journée s'était déroulée 5-6 ans après qu'on ait vu les premiers prémices, et je relisais beaucoup de choses qui avaient été publiées et qui avaient été échangées au cours de cet acte, de cette journée, et je dirais en termes d'analyse, les termes restent encore très justes, et donc il m'a semblé que c'était important de reprendre un petit peu cette analyse qui avait été faite. En gros, je la résume puisque je manque déjà de temps, mais avec une quadruple logique qui avait été mise en évidence: délocaliser, sous-traiter, privatiser et enfin déresponsabiliser. Et je pense que ce sont des termes qu'on aura encore à l'esprit aujourd'hui.
Alors, l'objet de la journée, bien, je dirais, c'est un petit peu de faire le point sur l'évolution, de voir ce qu'il en est 13 années après cette journée qui avait été organisée donc, par le GISTI en 2006, cette fois en partenariat avec l'IREDIES, qui a donc la gentillesse non seulement de nous accueillir, mais aussi de participer activement à ces travaux. Et donc, vous constaterez dans la manière dont le plan est élaboré que l'objectif et de tenter de dresser une sorte d'inventaire des différents processus qui sont mis en place pour, je dirais, décliner chacun à sa façon et de plusieurs manières ce concept d'externalisation. Avant qu'on les examine successivement, j'avais quand même l'envie d'attirer votre attention sur le fait que lorsque on se penche sur chacun d'eux, en fait, on se constate qu'on se retrouve très vite heurté à un certain nombre de questions, d'interrogations qui, à mes yeux, sont communes à tous ces processus et qui révèlent très bien, bien sûr, cette opacité qui règne sur le concept de l'externalisation et la manière non seulement dont il est conçu, dont il est envisagé, dont il est mis sur place, mais aussi sur l'absence de contrôle. Et donc, ces interrogations sont multiples. Premièrement, je ne vais pas donner les exemples parce que je veux pas être, par manque de temps et puis aussi pour ne pas prendre la place des autres, mais on s'aperçoit que dans les différents processus, une question revient toujours, c'est qui décide, qui prend une décision à tel ou tel moment. En matière de visa, dans ce processus, parce que ça est une étape, qui prend la décision du visa, et cette décision est-elle prise dans des circonstances analogues à celles d'une compétence normale, je dirais, pour un migrant qui souhaite se rendre sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne, indépendamment du processus de l'externalisation. Cette question, par exemple, on verra, elle est très prégnante concernant le rôle de l'OFPRA, et ce sera évidemment un sujet qui sera très abondamment traité dans le cadre de la dernière table ronde, où c'est à tel point que même on peut se demander quel est le rôle, à quoi sert l'OFPRA lorsqu'il se déplace à des missions dites foraines à Agadez, puisque de toute évidence, il ne prend pas de décision, en tout cas, ce n'est pas à ce moment-là que l'intéressé a connaissance d'une décision à supposer qu'elle soit prise. Et donc, on voit qu'une autorité comme l'OFPRA, qui, depuis 1952, a un pouvoir de décision, ben là, se retrouve à jouer un rôle, mais sans avoir de décision, ou peut-être, en tout cas, de manière décalée. On voit aussi que le HCR joue toujours un rôle. Il est extrêmement présent et on verra que c'est surtout un rôle en amont de sélection et pas de processus de décision et de coordination, notamment dans le cadre des processus de réinstallation. Une autre question, tout aussi simple dans sa formulation, mais pas dans les réponses qui peuvent être apportées, c'est qui décide de quoi. Là aussi, c'est extrêmement important. Pour reprendre par exemple celui de l'OFPRA à Agadez, eh bien, on a l'impression qu'il prend une décision, mais on ne sait pas laquelle. Est-ce que c'est une décision d'éligibilité, c'est-à-dire qui va vraiment décider, qui va vraiment porter sur le fait que l'intéressé peut se voir reconnaître le statut de réfugié ou éventuellement la protection subsidiaire, ou est-ce que c'est une sorte de prédétermination, ou est-ce que c'est un avis, et à ce moment-là, si c'est un avis, par qui sera prise la décision qui serait logiquement subséquente. Autre question, interrogation qui pour moi vient à mon esprit lorsque je me penche sur chacun des processus qu'on va examiner aujourd'hui, selon quels critères, lorsqu'il y a un acteur, quel est le critère, et notamment lorsqu'on va se pencher dans le cas de la réinstallation, selon quels critères va-t-on retenir, décider qu'un tel, la situation d'un tel, mérite plus d'être examinée que celle de son voisin. On n'a bien sûr aucun texte pour définir ces critères et on verra à la pratique qui sont extrêmement variables. On a par exemple, dans certains cas, la nationalité.
par exemple pour les personnes qui bénéficient des processus de réinstallation au Moyen-Orient, en Liban, Jordanie. Et donc là, ce sont les ressortissants syriens et irakiens. Dans d'autres cas, on a ce qu'on appelle pudiquement la vulnérabilité, par exemple toujours au Niger. En gros, pour dire de manière assez triviale, il faut avoir souffert pendant un bon moment en Libye pour avoir eu la chance d'être exfiltré par le HCR en provenance de Libye dans le centre multifonction d'Agadez, en plein milieu du désert, pour avoir une chance que la situation soit éventuellement examinée. On a aussi les critères des familles. On a aussi, c'est curieux, certains vous diront qu'on a eu des informations qui ont pu être recueillies directement auprès de celui qui était le directeur de l'OFPRA jusqu'au 20 décembre dernier, Pascal Brice. On a le critère du lien avec la migration. C'est intéressant de voir que c'est lui qui évoque cela, alors que, peut-être parce qu'il n'est plus, on ne sait pas, encore directeur de l'OFPRA, normalement, l'OFPRA ne parle que de l'asile. Or, lui évoque la question du lien avec l'immigration. Il donne même des indicateurs, a déjà tenté le voyage, lien avec l'Europe, famille en Europe, niveau d'éducation élevé, etc. C'est-à-dire donc des aspects qui sont vraiment très loin de l'asile. Quel cadre institutionnel, là aussi, on verra que c'est extrêmement varié. Initiative, enfin, le HCR est très souvent présent, mais initiative purement nationale, éventuellement combinée avec les autorités de l'Union européenne, un relais donc éventuellement par la Commission européenne, peut-être de manière plus approfondie par le Parlement européen, où le Parlement européen peut jouer un rôle d'initiative en amont de la Commission européenne. On a les deux cas de figure, et puis éventuellement après des conseils européens. Une chose qui est sûre, c'est que si on s'intéresse à l'aspect institutionnel européen, on s'aperçoit que, à l'exception du règlement de Dublin qu'on va évoquer aujourd'hui, il n'y a jamais de texte institutionnel contraignant comme on a en droit européen classique, c'est-à-dire de directives et de règlements. On a un agenda, on a des conclusions, des recommandations, mais tout ça, ce sont des textes qui, bien sûr, n'ont qu'une valeur indicative, mais qui peuvent avoir exercé une influence et un impact extrêmement important. On a d'autres acteurs européens qui vont agir, je dirais, sous couvert de l'Union européenne, mais il s'agit en réalité d'une initiative purement, presque exclusivement nationale, et je pense évidemment à l'accord conclu entre l'Union européenne et la Turquie, à propos duquel Claudia Cortés donc, va nous présenter certainement beaucoup de critiques, à tel point d'ailleurs que la Cour de justice de l'Union européenne a dit clairement qu'il ne s'agit pas d'un acte de l'Union européenne. Et donc cela confirme complètement cet aspect-là. Il y a aussi, je dirais, parmi le cadre de ce que... Alors là, c'est purement personnel et c'est un petit clin d'œil dans un autre secteur, mais je dirais le processus que j'appelle de mer agitée, qui est un peu les types processus, c'est-à-dire les accueils complètement improvisés dans les ports. Et donc là aussi, on voit que le rôle des uns et des autres est totalement flou. Et par exemple, on sait que lorsque l'Aquarius est arrivé à Valence, l'OFPRA s'est présenté, on ne sait pas ce qui s'est passé, et on ne sait pas non plus ce qui s'est passé à propos des personnes à propos desquelles éventuellement l'OFPRA a émis un avis ou une décision négative. Est-ce que du coup on s'embarque dans le processus Dublin? Tout ça est extrêmement flou. Autre interrogation, et là je terminerai sur ça, semblant sous forme d'inventaire. Quel cadre d'accueil? Évidemment, la question des camps d'enfermement est extrêmement importante. Une autre question évidemment très très importante, je dirais encore plus pour celle qui a été étudiante dans l'amphi et ici en droit international privé. Quelle loi? Quelle est la loi applicable? On verra que c'est un vide total. Et évidemment pour les juristes, c'est une question extrêmement importante.
Selon quelles règles de procédure? Là aussi, on ne sait pas. Je vous ai dit, dans certains cas, on est habitué à ce qu'une institution joue un rôle dans un cadre déterminé lorsqu'elle est ici. Par contre, dès qu'on est dans un processus d'externalisation, eh bien, là, il n'y a absolument aucune règle de procédure et cela a un impact évidemment important pour la protection des garanties fondamentales, des droits de la défense, de l'éventuelle présence en termes d'assistance d'un avocat, des ONG, des possibilités d'exercer un recours dans l'hypothèse où une décision de rejet a été prise. Autre interrogation, quelle a été la situation du candidat à l'asile pendant la mise en place de ce processus jusqu'à ce qu'éventuellement il arrive sur le territoire de l'état d'accueil, sachant que ça peut durer extrêmement longtemps. Et donc, autre interrogation, quelle est la place des autres acteurs, notamment des ONG, mais aussi d'autres acteurs privés, tels des élus locaux, des associations, là, en droit européen, la question est intéressante, surtout en droit comparé, puisque on sait que dans d'autres États, des pratiques comme les parrainages privés sont beaucoup plus utilisées qu'en France. Dernière question, évidemment, on l'a tous à l'esprit, et ça depuis longtemps, quelle est la finalité de ces différents processus? Est-ce que c'est véritablement de protéger l'asile, ou est-ce que ce ne serait pas plutôt d'instaurer des mécanismes de surveillance le plus en amont possible, et on sait très bien jusque même au pays de provenance. Alors, il me semble que donc ces interrogations, mais elles ne sont pas du tout exhaustives, sont intéressantes et à avoir à l'esprit et dans le cadre de cette journée, dans la mesure où on va, après une sorte d'introduction faite par Claire Rodier, donc sur l'externalisation de l'asile, qui va nous rappeler comment elle voit l'évolution du concept, les approches et les différents mécanismes. On verra après, donc par Marion Tissier-Raffin, le processus de réinstallation des réfugiés. Marion, je la présenterai tout à l'heure lorsque je lui donnerai la parole. Laurence Dubin abordera plus la question des camps. Et voilà pour la matinée. Il me semblait qu'il y avait un débat. Oui, à la fin, oui. Tout à la fin, exactement. Déjeuner à 12h30 et 14h, oui, c'est ça. Il y aura une pause, puis Laurence, puis un débat, et après le déjeuner. L'après-midi sera plus consacré à ce qu'on appelle les déclinaisons concrètes de l'externalisation, avec Ségolène Barbou-Desplaces qui analysera le règlement Dublin, le mécanisme Dublin, sous le prisme donc de cette externalisation intra-européenne. Claudia Charles, j'ai dit Cortez, pardon, tout à l'heure, à la grille de nom. Je l'ai annoncé tout à l'heure, examinera l'accord UE-Turquie. Et ensuite, une table ronde qui sera animée par Emmanuel Blanchard permettra d'assister à des échanges auxquels vous vous intégrerez ensuite sur l'asile hors les murs et plus précisément sur le rôle de l'OFPRA dans le cadre de l'externalisation. Voilà donc le programme de la journée. Claire, je te passe la parole. Je dois éteindre.